Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Dernier bloc de l'émission, mesdames, c'est moi qui vais vous parler d'Imperium, cette réédition du récit journalistique de Richard Kapuscinski, préfacé par Emmanuel Carrère, paru chez Flammarion. Je vous disais, Richard Kapuscinski, qui est polonais, donc Richard R-Y-S-Z-A-R-D. J'ai décidé que c'était ça. C'est un journaliste assez connu qui a publié plusieurs livres au cours de sa vie. Il est décédé maintenant. Lui, il a passé beaucoup de sa vie comme journaliste terrain dans des pays, beaucoup du tiers-monde, en Afrique, au Moyen-Orient. Il a fait un livre sur beaucoup de guerres civiles en Afrique, sur la décolonisation de l'Afrique, sur les nouveaux pays indépendants en Afrique dans ces années-là. Il est aussi allé en Iran. Son deuxième livre, ça s'appelait Le Chat, c'était sur tous les bouleversements qui se passaient en Iran. C'était un journaliste qui travaillait un peu à côté de l'éthique journalistique, dirons-nous. Lui, il était polonais, il travaillait pour une agence de presse polonaise et il se sentait légitimé de prendre un peu plus de liberté, justement, parce qu'il venait d'un plus petit pays, alors que les grandes nations, elles, envoyaient leurs reporters dans des hôtels de luxe, dans des endroits plus fancy, même si on était dans des pays plus pauvres. Lui, il n'avait pas les moyens de ça, donc il allait vraiment habiter avec les gens dans la rue, la population normale, et ça lui donnait un regard complètement différent sur les événements qui se passaient dans les pays qu'il visitait. Ça, du moins, c'est ce qu'il annonçait. Dans la préface de cette réédition-là, de ce livre qu'il avait fait paraître en 1993 à l'origine, là, on le réédite, et c'est préfacé par Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère parle de cette grande carrière-là, de lui quand il était jeune. Il lisait Richard Kapuscinski. Il aimait son regard vraiment vivant. Il faisait des reportages, mais il utilisait le « je » aussi, ce qui n'était pas commun à ce moment-là pour des journalistes, de parler comme s'ils étaient présents, comme s'ils étaient là, de rapporter des choses. Il dit, nous, on était des jeunes étudiants, puis on appréciait beaucoup, beaucoup son style. Mais il dit, par contre, il faut mentionner qu'il y a un de ses amis qui a fini par faire la biographie de Richard Kapuscinski qui disait « Ouais, mais des fois, les faits, disons, qui tournaient un peu les coins ronds pour arranger les faits pour que ça convienne avec son récit. » Donc, peut-être pas toujours le journaliste le plus strict sur la vérité des choses, mais c'était quelqu'un qui savait raconter des histoires. Et c'est ce qu'il arrive très bien à faire dans ce livre-là qui s'appelle « Imperium ». Richard Kapuscinski, comme je vous le disais, polonais, né du moins à ce moment-là, ce qui était la Pologne, dans la ville de Pinsk, qui finalement, elle va être rattachée à l'URSS dans la Biélorussie, et donc va devoir quitter avec ses parents, retourner en Pologne après la Deuxième Guerre mondiale. Donc on sent déjà un certain rapport qu'il va avoir avec l'Union soviétique. Comme je le disais, il va passer beaucoup de temps en Afrique, au Moyen-Orient, mais là, quand il sent que les choses bougent à la fin des années 80, en URSS, il dit « Je vais retourner dans ce pays-là où je suis allé un peu. » Et là, justement, dans le livre, la première partie, il va nous raconter, premièrement, sa naissance à Pinsk en 1939, mais ensuite, ses voyages qu'il va faire dans les années 60 dans l'Asie centrale et dans le Caucase. Donc, il va visiter ces petits pays avec des noms exotiques comme l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, il va aller en Ouzbékistan, il va aller en Géorgie, en Arménie. Et là, on arrive dans la deuxième partie du livre, à vol d'oiseau, qui est la partie la plus intéressante du livre. Entre 89 et 91, il revient en Union soviétique. Et là, il se dit, je vais faire le même voyage que j'avais fait et revisiter les endroits que j'avais fait, faire la même chose, ce qu'il ne sera pas capable de faire. Parce que il va se rendre compte que les choses ont beaucoup plus changé qu'on pensait. Et là, au travers différents textes, c'est toujours des petits textes, comme s'il faisait des reportages dans différents endroits, il va nous raconter des histoires qui, au moment où il fait son voyage, où il raconte ses récits, sont à un certain moment de leur histoire. Mais comme je le dis, le livre est paru en 1993. Depuis ce temps-là, les choses ont évolué, les choses ont changé. Et maintenant, on sait un peu, nous, comment cette histoire-là a évolué. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Il va se promener
Par exemple, en Arménie, il va nous raconter comment l'Arménie cherche à se libérer. Et là, on revient sur les génocides arméniens. Là, il va réussir à visiter le Haut-Karabakh. Je ne sais pas si vous connaissez cette région-là. On va parler beaucoup des découpes. Si vous vous intéressez à l'Union soviétique, là, vous allez trouver ça très intéressant. Staline avait découpé les territoires des républiques soviétiques de manière un peu machiavélique, toujours en s'assurant de laisser un peu d'une communauté dans une république, un peu dans l'autre, de faire des exclaves complètement sans aucun sens, les rattacher avec l'autre. Au lieu de rattacher des mêmes peuples ensemble de même religion, il les sépare, il les met avec un autre qui n'est pas de la même religion. Diviser pour mieux régner, il appliquait ça à fond. Et il y a notamment le Haut-Karabakh qui était c'était une zone qui était peuplée pratiquement à 100% d'Arméniens, mais qui était rattachée à l'Azerbaïdjan. Qui est une population turque. Les Turcs, eux, étaient responsables du génocide des Arméniens au début du siècle. Donc, vous dire que ces deux peuples-là ne s'entendent pas bien, c'est quelque chose qu'on devine très bien. Et là, après l'indépendance des deux pays, le Haut-Karabakh, à 100% arménien, va essayer de se libérer et de se faire rattacher à l'Arménie. Il va y avoir une guerre civile qui va durer plus de 20 ans là-bas. Et déjà, en 1989, il essaie d'aller au Haut-Karabakh pour voir comment ça se passe, mais Moscou a complètement perdu le contrôle de cette région-là. On va être dans une espèce de film, de trailer, où il va réussir à se faire embarquer dans un avion pour aller là-bas rencontrer des gens. Un récit de fou, mais il dit c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que l'URSS allait probablement éclater parce que il se passait quelque chose sur le territoire que Moscou n'était même plus capable de contrôler. Il n'y avait pas l'Armée rouge, il n'y avait pas le KGB. C'était des milices arméniennes improvisées qui tout à coup faisaient l'ordre et la loi dans ces pays-là. Il va se promener en Ouzbékistan pour nous parler des troubles avec la mer Aral, cet océan-là qui est en train de s'assécher parce qu'on a complètement surexploité le terrain en voulant faire pousser du coton. Là, il va nous raconter les histoires de cette région-là, qui c'est excessivement complexe, bien sûr. Il se promène dans le grand nord de la Sibérie, il se promène dans une ville, vraiment dans le nord de la Sibérie, où on a des mines, mais avant, c'était des camps de concentration. Mais on se rend compte que les gens sont restés là parce qu'il n'y avait pas de place où aller. Parlant de camps de concentration, il va aussi visiter Magadan, qui est complètement à l'est de la Russie. C'est là où on a déporté des millions de personnes durant les purges staliniennes. Et là, encore une fois, il visite ça. Il dit, mais maintenant que l'URSS s'effondre, qu'est-ce qui arrive avec Magadan? Se promène dans la ville, se rend compte que maintenant, il n'y a plus de traces de ces camps de concentration-là qui existaient parce que c'était tellement fait pour que les gens souffrent, qu'il n'y avait rien de très stable, rien de bien construit. Donc, tout est parti à la dérive déjà une cinquantaine d'années plus tard. Il ne reste pratiquement plus rien de ces lieux où sont morts des millions de personnes. Il va se promener vraiment aux quatre coins de l'URSS, dans toutes sortes de républiques complètement différentes. Il rencontre des gens et au lieu de s'intéresser vraiment à des événements d'actualité, aux gros sujet du moment, il rencontre des gens puis leur parle de leur quotidien. Fait que c'est un peu le récit de ces rencontres-là qu'on a dans ce livre-là. Ça fait penser un peu aussi à Svetlana Alexievitch, dont j'avais parlé au mois de septembre. C'est ce prix Nobel de littérature russe, biélorusse en fait, qui elle aussi fait de l'écriture par du storytelling. Là. Elle rencontre des gens, elle écrit qu'est-ce que ces gens-là lui ont raconté. On est un peu dans le même filon ici. Mais là, ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir un peu comment ces histoires-là ont évolué. On est en Ukraine aussi. On nous parle déjà qu'à ce moment-là, en 91, en 90, l'ouest de l'Ukraine et l'est de l'Ukraine, c'est pas la même chose. L'ouest occidental, beaucoup plus ukrainien. Il se promène à Donetsk, dont on entend toujours parler maintenant, puis il dit, que les gens là-bas, là, l'Ukrainien, on ne parle pas vraiment bien. Déjà, à ce moment-là, il y a ça. On parle de la Biélorussie qui est complètement russifiée déjà en 90. On va nous parler de mouvements séparatistes avant la guerre de Tchétchénie. Donc là, lui, il se promène un peu dans le Caucase. Il va nous parler aussi des Bachkirs. Et aussi, il est à Moscou, où il nous parle d'une cathédrale, entre autres, qui avait été complètement démolie par Staline, que lui il présente ça avant que la Russie indépendante décide de reconstruire cette cathédrale-là. Bref, énormément de contenu. C'est toujours par long reportage, mais c'est fascinant ce livre-là. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est Imperium, ça s'appelle, et c'est écrit par Richard Kapuscinski chez Flammarion.